C'est le cas d'exception, c'est le cas des lois nouvelles, des lois pénales plus favorables aux condamnés. Je donne un exemple. Une personne a commis une infraction. C'est quoi l'infraction? Une infraction. J'arrive. Infraction. Une personne a commis une infraction. Il a commis une infraction. La loi qui incrimine cette infraction, la loi sanctionne cette infraction-là, par exemple, à une peine de, retenez bien, une peine de 5 ans. Ouais, 5 ans. Une loi nouvelle sanctionne cette infraction à une peine de 3 ans. 2-3 ans. Cette nouvelle loi. Donc cette nouvelle loi, elle est quoi? Elle est plus favorable au condamné. Elle est moins sévère que la loi ancienne. La loi ancienne, cette personne-là a commis cette infraction sous la loi ancienne. Sous une loi ancienne, d'accord? Mais il va bénéficier de la nouvelle loi. C'est la nouvelle loi qui va s'appliquer à cette personne-là, à cette infraction-là commise sous une loi ancienne parce qu'elle est moins sévère, parce qu'elle est plus favorable aux condamnés. Mais attention à la condition. À condition. Quelle est la condition? La condition, c'est que pour que cette personne-là bénéficie de cette loi qui est moins sévère, plus favorable à lui, plus favorable bien sûr au condamné, il faut que le procès, il faut bien noter cela, il faut que le procès soit toujours en cours. Il faut que le procès soit toujours en cours et que le jugement ne soit pas définitivement prononcé. Si le jugement est définitivement prononcé, si le jugement était définitif, alors là, dans ce cas-là, la personne qui a commis l'infraction ne va pas bénéficier de cette nouvelle loi qui est moins sévère, qui est plus favorable aux condamnés. Pour que cette personne-là bénéficie de cette nouvelle loi qui est moins sévère, il faut que le procès soit toujours en cours. Il faut que le jugement ne soit pas définitif. Si le jugement était définitif, cette personne ne bénéficierait pas de cette nouvelle loi. Vous avez bien compris? Il y a deux lois. J'ai dit une personne a commis un acte, a commis une infraction, mais il a commis cette infraction-là sous une ancienne loi. Cette ancienne loi, par exemple, cette ancienne loi sanctionne cette infraction à une peine de 5 ans. Au cours des procès, une nouvelle loi a été adoptée par le Parlement et cette nouvelle loi sanctionne à 3 ans, sanctionne la même infraction d'une peine de 3 ans. Au cours des procès, bien sûr, avant que le jugement soit définitif, le Parlement a adopté une autre loi. Mais cette loi-là comporte une sanction moins sévère que la loi ancienne. Cette personne-là, bien sûr, va bénéficier de cette loi qui est moins sévère. Mais ça, la condition, c'est que pour que cette personne-là bénéficie de cette loi
nouvelle loi civile, il faut que le procès, pour noter cela, il faut que le procès soit toujours en cours. Il faut que le jugement ne soit pas définitif. Si le jugement est définitif, ça y est, la personne ne peut pas bénéficier de cette nouvelle loi. Voilà ce qu'on peut dire pour ce qui concerne le principe. Pour retenir tout simplement cela. Si jamais je reposerai la même question, qu'est-ce que l'on entend par le principe de la non-rétroactivité d'une loi nouvelle et quelles sont les exceptions qu'admet ce principe? Tout simplement, vous citez tout simplement un seul cas d'exception, c'est le cas d'une loi pénale plus favorable au condamné. Ça ne suffit pas. Parce que c'est le cas d'exception le plus important. Il faut retenir d'abord la définition. C'est quoi le principe de la non-rétroactivité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce principe-là, une loi nouvelle ne doit pas s'appliquer à une situation qui s'est produite sous une loi ancienne. Parce qu'on entend par le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Cette exception-là, ce cas d'exception, est le cas d'une loi pénale plus favorable au condamné. Cette loi, bien sûr, c'est, comme je dis, c'est le cas d'exception. C'est un cas d'exception, le cas d'une loi plus favorable au condamné. Cette loi-là, cette exception de cette loi-là, s'applique à une situation juridique qui s'est produite sous une loi ancienne. Pourquoi elle s'applique? Parce qu'elle est cette loi-là est plus favorable. Pourquoi? Parce que cette loi-là, elle est moins sévère que la loi ancienne. Voilà un cas d'exception. Cas d'une loi pénale plus favorable au condamné. Quand une loi est plus favorable, moins sévère, c'est elle qui s'applique. Ce n'est pas la loi ancienne. Parce que la loi ancienne, elle est plus sévère. Elle est plus sévère que la loi nouvelle. Puisque la loi nouvelle, elle est moins sévère, c'est elle qui va s'appliquer au condamné. Alors, ce que je peux dire sur le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. Ce sont les exceptions qui admettent ce principe. Il y a un autre principe, c'est le principe des faits immédiats des membres. Les faits immédiats des membres. Vous avez la définition de notre époque, ce principe signifie que la loi nouvelle s'applique aux actes et faits qui se produisent à compter de son entrée en vigueur. C'est quoi qu'est-ce qu'on entend par ce principe-là, le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle, ou des lois nouvelles. Simplement que la loi nouvelle, voilà la définition, il faut retenir cela. La loi nouvelle s'applique aux situations qui se sont produites après la mise en application de cette loi. La loi nouvelle s'applique aux situations qui sont nées après la mise en œuvre de cette loi. S'applique a posteriori, s'applique après. Bien sûr, s'applique aux situations qui se sont produites après la mise en application de cette loi. Voilà tout simplement ce que l'on parle de l'effet immédiat des lois nouvelles. Je vais très vite parce que, comme vous le savez, il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste combien de séances? Il reste
8, 5 sciences. Voilà, 5 sciences. Et le reste, 5 sciences. C'est pas beaucoup. Et le reste encore, il faut que j'apporte d'autres thèmes qui sont importants. Concernant l'autorité de la loi. L'autorité de la loi. Pardon, je n'ai pas évoqué l'espace. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'espace? Donc, comme je dis, l'application des lois suscite deux questions. La première question relative à l'application des lois sur les deux. D'abord, l'espace, tout simplement, c'est le territoire national, le sol national, le territoire national. Et le principe, c'est quoi le principe? Quand on parle de l'application de loi dans l'espace, le principe, c'est que les lois nationales doivent s'appliquer à toute personne vivant sur le sol national, sur le territoire national. Cette personne-là, qu'elle soit nationale, qu'elle soit citoyenne, ou qu'elle soit étrangère, la loi nationale s'applique à tout le monde. S'applique à toutes les personnes, qu'elles soient nationales ou étrangères, à toutes les personnes qui résident sur le sol national. La loi nationale s'applique à tout le monde, s'applique à toute personne vivant sur le sol national ou sur le territoire national. En d'autres termes, si je prends par exemple la loi marocaine s'applique à toutes les personnes vivant au Maroc. Ces personnes, qu'elles soient, ces personnes-là, qu'elles soient des citoyens ou des étrangers. Il n'y a pas de distinction entre un national, un citoyen et un étranger, ou un étranger concernant l'application des lois. La loi s'applique à tout le monde. Voilà le principe. On appelle cela le principe de territorialité des lois. Le principe de territorialité des lois. Le principe de territorialité de la loi ou des lois, si on préfère employer le pluriel. Le principe de territorialité. C'est-à-dire, ce principe-là signifie que les lois nationales doivent s'appliquer à toutes les situations qui s'accomplissent sur le territoire national sans qu'il y ait à distinguer selon que c'est fait. Vous trouvez cette définition dans le Code de ces faits ont été accomplis par les Marocains ou par les étrangers. Si je résume, le principe de territorialité des lois signifie tout simplement que la loi nationale s'applique à tout le monde, s'applique à toute personne vivant sur le sol national, sur le territoire national. C'est le principe. Mais ce principe-là n'est pas, bien sûr, n'est pas absolu. Il admet quelques exceptions. Et quelles sont ces exceptions? J'ai déjà posé cette question au cours d'un contrôle. Qu'est-ce qu'on entend par le principe de territorialité des lois? Et quelles sont les exceptions qu'admet ce principe-là, ce principe de territorialité des lois? Le principe de territorialité des lois signifie tout simplement que les lois nationales doivent s'appliquer à toute personne vivant sur le sol national, sur le territoire national, sans distinguer, bien sûr, entre les nationaux et les étrangers. Tout le
bien sûr, la loi s'applique à tout le monde. Mais il y a des exceptions. Et quelles sont ces exceptions-là? Et d'abord, il y a certaines lois relatives à certains droits et à certains devoirs qui ne concernent que les Marocains, que les nationaux. Si je prends l'exemple des Marocains, il y a certaines lois qui sont relatives à certains droits, à certains devoirs, qui ne concernent que les citoyens, qui ne concernent que les Marocains. Par exemple, comme la loi par exemple, la fonction publique, par exemple. Comme par exemple le droit de vote. Comme par exemple le droit de se présenter aux élections, par exemple. Comme par exemple le droit à l'accès à la fonction publique. Comme par exemple le devoir d'accomplir le service militaire, le service civil. C'est différents droits. Ou c'est différentes lois relatives à ces différents droits. Et à ça, il y a ces différents droits ne concernent que les Marocains. La loi marocaine ne donne pas aux étrangers le droit de vote. Non, ne donne pas. La loi marocaine ne donne pas aux étrangers le droit de vote. Il y a certains pays qui donnent aux étrangers le droit de vote. Le Maroc ne donne pas le droit de vote aux étrangers. Donc ces droits-là ne concernent que les Marocains. Donc il y a certaines lois relatives à certains devoirs et à certains droits qui ne concernent que les Marocains. Voilà la première exception. Je dis bien que le principe, c'est quoi le principe de territorialité des lois? C'est que la loi s'applique à tout le monde. Alors, ce principe-là, comme je dis, a donné quelques exceptions. Certaines lois relatives à certains droits et devoirs ne concernent que les Marocains. Et une deuxième exception, qui a donné ce principe de territorialité des lois, concerne le statut personnel. Le statut personnel. La loi chassière, le statut personnel. Les lois relatives au statut personnel, si je prends l'exemple du Maroc, ces lois ne concernent que les Marocains et aussi les étrangers qui se trouvent sur le territoire national. Ce sont les lois de leurs États relatives, bien sûr, aux statut personnel qui peuvent être appliquées. Les lois de leur pays, de leurs États, bien sûr, ces lois-là qui concernent le statut personnel, ce sont ces lois-là qui s'appliquent à eux, même s'ils se trouvent ici au Maroc. Et aussi les Marocains, par exemple, qui se trouvent au Sénégal, ou en France, ou n'importe quel pays, ce sont leurs lois qui concernent leur statut personnel qui s'appliquent aux Marocains, même en France, même au Sénégal, même. Voilà une deuxième exception. Et une dernière exception qui concerne les diplomates. La loi marocaine ne s'applique pas aux diplomates. بحال القانون ديال سميتو ديال الزواج فهمتي ملي كتمشي تكون زعما القنصليه اللي كتكلف La loi marocaine ne s'applique pas aux diplomates. Ce sont les lois de leur pays qui s'appliquent à ces diplomates qui sont accrédités au Maroc. Et aussi, ces diplomates-là, au Maroc, ils sont soumis à leur juridiction nationale. Les lois de leur pays qui s'appliquent
aux diplomates américains au Maroc, et aussi ils sont soumis aux juridictions de leur pays. Voilà. Je vais très vite, hein. Voilà pour ce qui concerne l'application de la loi. Laisse-moi voir, je vais dire lorsqu'on parle de la loi de l'espace, juste pour entendre par l'espace. L'espace, c'est le territoire national. Le territoire national. Et la loi nationale doit s'appliquer à toute personne vivant sur le sol national ou sur le territoire national. C'est ce qu'on appelle le principe de territorialité des lois. Ce principe-là n'est pas absolu, il admet quelques exceptions, et j'ai évoqué des exceptions il y a un instant. Voilà pour ce qui concerne, grosso modo, l'application des lois dans l'espace. Maintenant, j'aborderai un autre thème qui concerne l'autorité de la loi. L'autorité de la loi. Quand on évoque l'autorité de la loi, on fait allusion à quoi? On fait allusion au contrôle de la constitutionnalité des lois. Quand on évoque l'autorité de loi, simplement on fait ici allusion au contrôle de la constitutionnalité des lois. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par le contrôle de la constitutionnalité des lois? On entend tout simplement par le contrôle de la constitutionnalité des lois, et simplement on entend la vérification. On vérifie si les lois sont conformes ou non conformes à la Constitution. Voilà ce qu'on entend par le contrôle de la constitutionnalité des lois. On vérifie si les lois sont compatibles ou incompatibles avec la Constitution. On vérifie si les lois contredisent ou ne contredisent pas la Constitution. Voilà ce qu'on entend par le contrôle de la constitutionnalité des lois. Je donne un exemple. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ça veut dire une loi conforme ou non conforme à la Constitution? J'ai donné l'exemple. Par exemple, une loi. Le Parlement a voté une loi qui par exemple, qui interdit, par exemple, la création des partis politiques. Cette loi-là, on dit que c'est une loi non conforme à la Constitution. Pourquoi elle n'est pas conforme à la Constitution? Cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Une loi adoptée par le Parlement qui interdit la création de partis politiques. Pourquoi on dit que c'est une loi n'est pas conforme, c'est une loi non conforme à la Constitution? Parce que tout simplement cette loi-là contredit la Constitution. Elle contredit la Constitution parce qu'il y a un article dans la Constitution qui donne aux citoyens et aux citoyens marocains le droit de créer des partis politiques. Ils ont le droit de créer des partis politiques. Et ce droit, c'est la Constitution qui donne ce droit aux citoyens de créer les partis politiques. Et si une loi votée par le Parlement interdit la création de partis politiques, on dit que c'est une loi qui n'est pas conforme à la Constitution parce qu'elle contredit. Elle contredit quoi? Elle contredit la Constitution. J'ai donné au cours de la dernière séance l'exemple de la grève. Une loi qui interdit, par exemple, la grève. C'est une loi inconstitutionnelle, c'est une loi qui n'est pas conforme à la Constitution. Pourquoi n'est pas conforme? Parce qu'il y a
un article dans la Constitution qui donne ce droit aux citoyens et aux citoyennes marocains. Le droit de grève est un droit garanti à la Constitution, aux citoyens et aux citoyens marocains. Si une loi votée par le Parlement qui interdit le droit de grève, on dit que c'est une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, c'est une loi incompatible avec la Constitution dans la mesure où cette loi-là contredit la Constitution parce que ça donne aux citoyens et citoyennes le droit de créer des partis politiques. Voilà ce qu'on entend. Parfois, on pose la question, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire conforme ou pas conforme à la Constitution? Voilà un exemple. Qui a le droit de vérifier? Qui vérifie le fait que la loi est conforme ou n'est pas conforme à la Constitution? C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui, bien sûr, qui vérifie si la loi est conforme ou non conforme à la Constitution. S'il y a des fonctions fondamentales, mais ce n'est pas la seule fonction de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, bien sûr, a d'autres tâches, a d'autres missions. D'abord, la fonction principale, la fonction fondamentale, ce que la Cour constitutionnelle, bien sûr, vérifier si la loi est conforme à la Constitution. Mais il y a d'autres fonctions. D'abord, vous vous rappelez quelles sont les autorités qui ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier si les lois sont conformes ou non conformes à la Constitution? Quelles sont ces autorités qui ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier si une loi est conforme ou non conforme à la Constitution? Et si je parle de quoi? C'est pas vous vous souvenez? J'ai évoqué ce qu'on appelle la loi ordinaire, les lois organiques. Pour ce qui concerne les lois organiques, je le répète parce que c'est important. Pour ce qui concerne les lois organiques, on n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier si elles sont conformes ou non conformes à la Constitution. Je parle ici des lois organiques. Alors, attendez bien. Ces lois organiques, une fois, je l'ai dit, une fois adoptées par le Parlement, elles sont soumises automatiquement. Elles sont soumises automatiquement à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci vérifie si elles sont conformes ou non conformes à la Constitution. Et comme j'ai dit, quelles sont les autorités auxquelles est confiée la tâche de saisir la Cour constitutionnelle, ici, bien sûr, je fais ici allusion à quoi? Je fais ici allusion aux lois ordinaires. Les lois ordinaires, bien sûr, il faut qu'on saisisse la Cour constitutionnelle pour qu'elle vérifie si une loi ordinaire est conforme ou non conforme à la Constitution. Une loi organique, non, on n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle parce que la loi organique, elle se mise automatiquement, une fois adoptée par le Parlement, elle est soumise automatiquement à la Cour constitutionnelle. Concernant les lois ordinaires, non. Il faut, mais avant sa promulgation par la loi, bien sûr, il faut qu'on saisisse la Cour constitutionnelle pour vérifier si elle contredit la Constitution ou elle ne contredit pas la Constitution. D'abord, il y a les autorités qui ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Il s'agit là des rois, des chefs de gouvernement, des présidents de la Chambre des conseillers, de la Chambre des représentants, et un cinquième des membres appartenant à la Chambre des représentants, et 40 membres appartenant à la Chambre des conseillers. Voilà les autorités qui ont le droit, bien sûr, de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier
c'est la loi ordinaire, je dis bien la loi ordinaire, est conforme ou non conforme à la Constitution. Parce que les lois organiques n'ont pas besoin pour qu'elles soient vérifiées si elles sont conformes à la Constitution de saisir la constitutionnelle, parce qu'elles sont soumises automatiquement à l'accord constitutionnel une fois adoptées définitivement par le Parlement. J'ai dit que la tâche fondamentale, la mission fondamentale, la fonction fondamentale de l'accord constitutionnel, c'est de vérifier si les lois sont conformes ou non conformes à la Constitution. Ce n'est pas la seule tâche, la seule fonction qu'a l'accord constitutionnel. Outre, bien sûr, cette compétence fondamentale, elle contrôle aussi vous trouvez ça dans le polycope, elle contrôle aussi la constitutionnalité des règlements intérieurs de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers. Voilà elle vérifie, d'abord, comme j'ai dit, la compétence fondamentale, elle vérifie si les lois sont conformes à la Constitution. Et aussi, elle vérifie aussi la constitutionnalité des règlements intérieurs de la Chambre des représentants et le règlement intérieur de la Chambre des conseillers. On peut ajouter aussi un statut sur la régularité de l'élection des membres des parlements. Vous trouvez ça pour le point de compte. Un statut sur la régularité. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez compris lorsqu'on dit la proportionnelle statut sur la régularité de l'élection des membres du Parlement? La régularité de l'élection des membres du Parlement. L'accord constitutionnel statue aussi sur ça. C'est par exemple un élu, un député, par exemple, son élection était entachée d'irrégularité. C'est quoi entaché d'irrégularité? L'élection d'un député, son élection était entachée d'irrégularité. C'est quoi entaché d'irrégularité? Qu'est-ce que ça veut dire? Entaché d'irrégularité. C'est quoi? C'est-à-dire on a par exemple falsifié les résultats. Par exemple, il a donné de l'argent pour que les gens votent en sa faveur. Voilà ce qu'on entend par une élection est entachée d'irrégularité, qui ne respecte pas les lois. Quelqu'un qui donne de l'argent pour qu'il soit élu, donne de l'argent aux gens pour voter en sa faveur. On dit que son élection était entachée d'irrégularité. L'accord constitutionnel statue sur la régularité de l'élection des membres des parlements. Si cette personne-là, si ce député-là, son élection était entachée d'irrégularité, bien sûr, l'accord constitutionnel, qu'est-ce qu'elle va faire, l'accord constitutionnel? Elle va faire quoi, l'accord constitutionnel? Elle va. Qu'est-ce qu'elle va, l'accord constitutionnel? Elle va annuler son élection. Ça tourne long, ça tourne rien d'irréel. Elle va
annule, la Cour constitutionnelle annule, bien sûr, son élection. Pourquoi? Parce que son élection était entachée d'irrégularité. On dit que la Cour constitutionnelle statue sur la régularité de l'élection des membres du Parlement. Elle a une autre fonction, une autre tâche. La Cour constitutionnelle, vous trouvez ça un peu fort, j'ai déjà évoqué cette question-là. La Cour constitutionnelle donne également son avis pour modifier par décret les textes législatifs lorsqu'ils interviennent dans un domaine réglementaire. J'ai déjà parlé de ça. Vous vous souvenez? Lorsque le Parlement intervient dans un domaine qui relève dans le domaine réglementaire, bien sûr là, ce texte législatif, c'est-à-dire le texte qui prépare le Parlement, ce texte-là qui est intervenu dans le domaine réglementaire, sera modifié. Modifié par quoi? Modifié par décret. Après, avis favorable de la Cour constitutionnelle. J'ai déjà évoqué cette question. Et aussi, il ne faut pas oublier un autre cas d'intervention de la Cour constitutionnelle. C'est le cas dont fait état l'article, si vous vous souvenez bien, l'article 133 de la Constitution. Il s'agit de ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Voilà ce que nous dit cet article. La Cour constitutionnelle est compétente. Vous trouvez ça dans le politique? Vous l'avez? Non? Vous l'avez pas? La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des exceptions d'inconstitutionnalité soulevé au cours d'un procès lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que la loi pourtant dépend issue des litiges portant atteinte au droit et liberté garantie par le suprême. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai donné la définition de ce qu'on entend par exception d'inconstitutionnalité. C'est quoi l'exception d'inconstitutionnalité? الدفع بعدم دستورية القانون. C'est-à-dire, cette nationalité, c'est la possibilité qu'un justiciable, au cours d'un procès, bien sûr, au cours d'un procès, d'invoquer qu'il y ait une loi, qu'il y ait une disposition législative, mais pas conforme à la Constitution. Par de touche. Vous ne le savez pas? Vous savez que, bien sûr. Concernant cet article, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi cet article-là? Il nous dit que une partie des litiges, mais au cours, écoutez bien, au cours d'un procès, une des parties des litiges constate que, par exemple, les lois qui va être appliquée par le juge porte atteinte. Atteinte à quoi? Porte atteinte aux droits et aux libertés de ce citoyen, de cette partie des litiges. Il va dire à quoi? Il va dire au juge quoi? Il va dire attention, c'est la loi que vous avez appliquée à ce litige-là, dont je fais partie, porte atteinte à mes droits et à mes libertés, qui ne sont garantis par la Constitution. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire, le juge? Bien sûr, le juge va se mettre ce problème-là à la Cour constitutionnelle. C'est pour ça qu'on dit que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître une exception d'inconstitutionnalité.
le juge va se mettre sur cette question, ce problème-là, l'accord constitutionnel. Et si l'accord constitutionnel constate que c'est vrai que cette loi-là contredit la Constitution, n'est pas conforme à la Constitution, qu'est-ce qu'il va faire le juge constitutionnel? Qu'est-ce qu'il va faire l'accord constitutionnel? Qu'est-ce qu'elle va faire l'accord constitutionnel? Elle va abroger cette loi. Là, elle va l'abroger parce que elle contredit la Constitution. L'accord constitutionnel va abroger cette loi parce qu'elle est inconstitutionnelle, elle n'est pas conforme à la Constitution. À partir, bien sûr, à compter de la date, elle va être cette loi-là qui n'est pas conforme à la Constitution, elle va être abrogée à compter de la date que l'accord constitutionnel a fixé dans sa décision. S'il vous plaît, est-ce que vous avez bien compris ça ou pas? Qu'est-ce qu'on entend par l'exception d'inconstitutionnalité? La Constitution, c'est l'une des innovations importantes apportées par la Constitution de 2011. C'est l'une des innovations importantes apportées par cette Constitution-là. C'est que cette Constitution-là, elle nous donne à nous, les citoyens, de contester la légitimité des lois parce qu'elle n'est pas conforme à Constitution. Elle nous donne là le droit à nous, les citoyens, de dire que cette loi n'est pas conforme à la Constitution. Au cours d'un procès, par exemple, moi, je fais partie des litiges. C'est un litige. Et au cours d'un procès, je dis quoi? J'ai le droit, si je constate que la loi qui va être appliquée à ce litige-là, dont je fais partie, j'ai le droit de dire au juge, monsieur le juge, s'il vous plaît, attention, la loi que vous allez appliquer dans ce litige-là est une loi inconstitutionnelle. Pourquoi elle est inconstitutionnelle? Parce qu'elle porte atteinte à mes droits et à mes libertés qui me sont garanties par la Constitution. Il ne faut pas appliquer cette loi parce qu'elle contredit la Constitution. Qu'est-ce qu'il va faire le juge? Le juge va bien sûr se mettre cette question-là à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle constate que c'est vrai, cette loi-là, elle n'est pas conforme à la Constitution, dans la mesure où elle porte atteinte aux droits et aux libertés des citoyens, qu'est-ce qu'il va faire le juge? Il va bien sûr abroger. Il va mettre fin à cette loi qui contredit la Constitution parce qu'elle porte atteinte aux droits et aux libertés des citoyens et des citoyennes. Et cette abrogation, bien sûr, va prendre comme j'étais à compter de la date que fixe la Cour constitutionnelle dans cette décision. Et une remarque très importante, c'est que la Constitution marocaine a réduit, a limité l'exception d'inconstitutionnalité aux seules lois qui portent atteinte aux droits et aux libertés des citoyens. L'exception d'inconstitutionnalité est réduite, sur la Constitution, est réduite aux seules lois qui portent atteinte aux droits et aux libertés des citoyennes et des citoyens. C'est une remarque importante. La Constitution, tout simplement, a réduit l'exception d'inconstitutionnalité aux seules lois qui portent atteinte aux droits et aux libertés des citoyens. Seules, je dis bien, seules les lois qui portent atteinte. Le citoyen a le droit de dire au juge, non, il faut arrêter d'appliquer cette loi parce qu'elle porte atteinte à mes droits. Seules les lois qui portent atteinte aux droits et aux libertés des citoyens. Bien sûr, les autres lois, si elles ne sont pas conformes, qui n'ont pas de rapport avec les droits et les libertés,
Le citoyen n'a pas le droit de se lever cette question au cours des procès. Voilà. Et aussi bien, il y a d'autres. J'ai déjà posé cette question. Quelles sont les attributions? Quelles sont les attributions de la Cour constitutionnelle selon la dernière Constitution, selon la Constitution de juillet 2011? Quelles sont les attributions, les différentes attributions, les différentes compétences, les différentes attributions de la Cour constitutionnelle selon la Constitution de 2011? On peut ajouter à ces attributions qu'on venait de citer, d'évoquer, volonté sur la parce que vous ne trouvez pas ça dans tous les codes. Vous mettez le contrôle de la constitutionnalité des engagements internationaux avant leur ratification. Le contrôle de la constitutionnalité des engagements internationaux avant leur ratification. Vous vous souvenez quand j'ai évoqué les conventions internationales, quand j'ai évoqué les conventions internationales comme source de la victoire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le roi ne peut pas ratifier un engagement international si cet engagement international contient une disposition qui n'est pas conforme à la Constitution. D'abord, il faut se mettre cet engagement à la Cour constitutionnelle avant sa ratification. Un engagement international qui contient une disposition incompatible avec la Constitution, cet engagement-là doit être soumis à la Cour constitutionnelle pour vérifier, bien sûr, si cet engagement est conforme ou non conforme à la Constitution. S'il n'est pas conforme à la Constitution, cet engagement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réviser la Constitution. On doit réviser la Constitution. Je l'ai dit. Vous ne vous souvenez pas? Je l'ai dit. J'ai dit que l'engagement international, s'il comporte une disposition qui n'est pas conforme à la Constitution, d'abord, il faut procéder à une révision de la Constitution. Et pourquoi réviser la Constitution? Pourquoi on est obligé de réviser la Constitution? Pour rendre la Constitution conforme à cet engagement. Et pourquoi on est obligé de réviser la Constitution et pour rendre cette Constitution conforme à cet engagement international? Pourquoi? Parce que le Maroc a opté pour le principe de la primauté des conventions internationales, des engagements internationaux par rapport au dispositif juridique interne. On est obligé de réviser la Constitution, bien sûr, pour rendre cette Constitution conforme à l'engagement international, parce que, bien sûr, c'est normal, c'est logique, puisque le Maroc a opté pour le principe de la suprématie
des traités internationaux, des engagements internationaux par rapport au droit interne, par rapport au droit, par rapport à la loi nationale. Donc il faut rendre la Convention conforme. Il faut rendre la Convention conforme à cet engagement international. Donc l'accord conventionnel aussi contrôle, voilà, des tâches, les attributions de l'accord conventionnel. Elle contrôle la constitutionnalité des engagements internationaux avant leur ratification par qui ratifie les engagements? L'ordre. Avant leur ratification par l'ordre. Vous mettez comme titre, un petit titre, les attributions consignificatives de la Cour constitutionnelle. Les attributions consignificatives de on mettait le président. Le président, volonté, s'il vous plaît, le président de la Cour constitutionnelle. Donc là, ce sont des attributions consultatives, c'est-à-dire tout simplement on consulte la Cour constitutionnelle, consultative. Le président de la Cour consultative est consulté par le roi. Et consulté par le roi avant de proclamer l'état d'exception. L'état d'exception. Avant de proclamer l'état d'exception. Le président de la Cour constitutionnelle est consulté par le roi avant de proclamer l'état d'exception. Une autre attribution constitutive, on met aussi le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle est consulté par le roi. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez ou pas? Au fond, vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Mademoiselle, vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, arrêtez-moi s'il vous plaît. Dites-le moi. D'accord? Si vous n'entendez pas, dites-le moi. Arrêtez-moi. À chaque instant, à chaque moment, vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Parce que je n'aime pas prêcher dans le désert. Je ne veux pas prêcher dans le désert. Je ne veux pas prêcher dans le désert. Donc chaque fois que vous ne m'entendez pas, arrêtez-moi. Donc je répète, le président de la Cour constitutionnelle est consulté par le roi avant de proclamer l'état d'exception. Vous mettez entre parenthèses article 59 de la Constitution. Article 59 de la Constitution.
comme est aussi le président de la Cour constitutionnelle est consulté par le roi, avant de dissoudre, par Dahir. C'est quoi Dahir? Dahir, c'est l'acte qui prépare le roi. Pourquoi? Afin d'exercer ses fonctions. Le roi exerce ses fonctions, c'est pour moi par Dahir. Comme par exemple le gouvernement exerce ses fonctions par décret. Le Parlement exerce ses fonctions par la loi d'autre chose. Donc le président de la Cour constitutionnelle est consulté par le roi avant de dissoudre par Dahir les deux chambres parlementaires, où l'une d'elles, je pense même l'une d'elles, ou l'une d'elles. C'est quoi d'elle? Ou seulement une des deux chambres. L'une ou l'une d'elles. C'est l'expression utilisée dans la Constitution elle-même. Donc, le président de la Cour constitutionnelle est consulté par le roi avant de dissoudre l'une des chambres, les deux chambres, avant de dissoudre par Dahir les deux chambres parlementaires ou l'une d'elles. Ou seulement une chambre parlementaire. Soit la chambre des conseillers, soit la chambre des représentants. Il y a deux chambres parlementaires, la chambre des représentants et la chambre des conseillers. Donc le roi a le droit, vous mettez entre parenthèses l'article 96. Donc le roi a le droit de dissoudre les deux chambres parlementaires ou seulement une chambre parlementaire. Article 96. Voilà pour ce qui concerne grosso modo l'autorité de la loi. Concernant le domaine, un autre thème concernant le domaine de la loi, le domaine de la loi. Le domaine, c'est pas maintenant, c'est bon. Et quand j'aurai fini, vous pouvez poser des questions. Le domaine. Qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce qu'on entend par le domaine de la loi? Le domaine de la loi. Vous trouvez la définition dans le Code constitutionnel. Les matières dans lesquelles le Parlement peut ou doit intervenir. Qu'est-ce que ça veut dire, le domaine de la loi? C'est-à-dire les matières dans lesquelles peut
légiférer le Parlement. Donc les droits de loi, ce sont les matières dans lesquelles peut ou doit intervenir le Parlement. Et quelles sont ces matières? Quels sont les domaines dans lesquels peut intervenir le Parlement? D'abord, il y a les matières prévues dans l'article 71 de la Constitution. L'article 71 de la Constitution, bien sûr, ici je parle de la Constitution de 2011, énumère un certain nombre de domaines qui relèvent de la compétence des parlements. Ces domaines sont les suivants. Bien sûr, ici, je ne vais pas citer tous les domaines, toutes les matières qui sont prévues dans cet article 71. Il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Je vais vous citer quelques-unes de ces matières dans lesquelles peut intervenir le Parlement. Par exemple, il y a les droits individuels et collectifs énumérés dans le préambule et dans d'autres articles de la Constitution. Il s'agit bien évidemment des droits politiques, économiques, sociaux, tels que la liberté de circuler, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je ne sais pas si vous avez bien compris ou pas? Les domaines, c'est-à-dire les domaines qui relèvent de la compétence du Parlement, les domaines dans lesquels intervient le Parlement. Quand je dis par exemple les droits, parmi les domaines dans lesquels intervient le Parlement, il y a les droits individuels et collectifs des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez quelque chose lorsque je dis les droits collectifs les droits individuels et collectifs, c'est un domaine parmi les domaines dans lesquels peut intervenir le Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire, les droits individuels et collectifs? Un exemple. La création d'un parti politique. C'est un droit individuel ou collectif? C'est un droit collectif. Pourquoi c'est un droit collectif? Parce que pour créer un parti politique, il faut au moins un certain nombre de personnes. Un seul citoyen, une seule personne ne peut pas créer un parti politique. Il faut un certain nombre de personnes. C'est un droit collectif. Et c'est l'une des matières, c'est l'un des domaines dans lesquels intervient le Parlement. Quand on dit c'est l'un des domaines dans lesquels intervient le Parlement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est le Parlement. C'est le Parlement, bien sûr, qui a le droit de créer et d'adopter une loi qui porte sur la création des partis politiques. Qui a le droit d'adopter la loi qui porte sur la création des partis politiques? C'est le Parlement. Donc, créer un parti politique, c'est l'un des domaines dans lesquels peut intervenir le Parlement. C'est pour ça qu'on dit que les droits individuels et collectifs, tout ce qui concerne les droits individuels et collectifs, font partie de quoi? Du domaine du Parlement. C'est le Parlement qui intervient
ce domaine-là qui concerne les droits individuels et collectifs. Tout ce qui concerne les droits collectifs et individuels, c'est le Parlement qui doit intervenir. La création des partis politiques, la création des associations, etc. C'est le Parlement qui organise ça. C'est le Parlement qui a le droit de créer, d'adopter des lois qui portent sur la création du... D'accord. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'a pas le droit de créer des partis politiques. Le gouvernement, ce n'est pas son domaine. C'est le domaine des parlements. Quand on dit par exemple, parmi les domaines énumérés par l'article 71 de la Constitution, on peut par exemple citer la création des établissements publics. La création des établissements publics. Qui a le droit de créer les établissements publics? C'est le Parlement. C'est pour ça qu'on dit la création des établissements publics, ça fait partie des domaines d'intervention du Parlement. Parce que c'est le Parlement, c'est lui qui a le droit, ce n'est pas le gouvernement, c'est le Parlement qui a le droit de créer les établissements publics. Voilà, il y a plusieurs, vous pouvez vous référer à cet article 71 pour voir quels sont il y a plusieurs domaines dans lesquels peut intervenir le Parlement. Par exemple, la création des institutions consultatives et de bonne gouvernance au sein desquelles les membres de l'étranger peuvent participer. Parmi aussi, c'est important, parmi aussi les domaines d'intervention, j'ai déjà parlé de ça, parmi les domaines d'intervention des parlements, on a dit, lorsque j'ai évoqué les traités internationaux, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y a un certain nombre de traités internationaux, un certain nombre de conventions internationales, avant leur ratification, ils doivent être approuvés par le Parlement. Donc l'approbation des parlements de certaines conventions, de certains traités internationaux avant leur ratification, ça entre dans le cadre des domaines dans lesquels peut intervenir le Parlement. Ça fait l'approbation préalable par le Parlement avant leur ratification par le roi des traités de paix. C'est l'un des domaines dans lesquels peut intervenir le Parlement. Par exemple aussi, la création de collectivités territoriales. Qui a le droit de créer les collectivités territoriales? Le Parlement. Est-ce que l'on n'entend pas les collectivités territoriales? Par exemple, les communes, les provinces, les régions. Qui a le droit de créer les régions? C'est le Parlement. Donc voilà ce qu'on entend par les domaines d'intervention des parlements. Ce n'est pas le gouvernement qui a le droit de créer des collectivités territoriales. C'est le Parlement, c'est lui qui a le droit de créer les collectivités territoriales. C'est l'un des domaines des parlements. Et bien aussi, c'est un autre domaine qui est très très important,
Il s'agit de la révision constitutionnelle. C'est l'un des domaines aussi qui appartient au Parlement. C'est un domaine dans lequel peut intervenir le Parlement. Mais la révision constitutionnelle, comme vous le savez, c'est une compétence que partage le Parlement avec qui? Avec le roi et le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement a le droit, bien sûr, de prendre l'initiative qui concerne la révision constitutionnelle, le roi aussi, et le Parlement également. Mais, concernant la proposition de révision constitutionnelle, bien sûr, du Parlement, ne peut être adoptée que par un vote à la majorité de deux tiers des membres qui composent chaque chambre parlementaire. Pour que la révision, écoutez bien parce que c'est important, pour que la révision constitutionnelle proposée par le Parlement, pour qu'elle soit adoptée, il faut 2 tiers. C'est beaucoup, hein? 2 tiers. 2 tiers des membres qui composent la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Et pour, bien sûr, pour que l'adoption définitive de la révision constitutionnelle, il faut quoi? Il faut qu'elle soit, cette révision, votée par le peuple. Pour qu'elle soit définitivement adoptée par voie de référendum. Stiften. Pour qu'une révision constitutionnelle soit adoptée définitivement, il faut bien sûr, la révision de la Constitution est effective après avoir été adoptée par voie de référendum, c'est-à-dire le vote des peuples. Parmi aussi les domaines des parlements, il ne faut pas oublier aussi qu'ils votent les lois organiques. Ils votent les lois organiques. Vous avez, c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par les lois organiques? Vous avez la définition dans le Polycope. Vous relève également de la compétence du Parlement, les lois organiques, ces lois sont prévues par la Constitution. Vous avez cette définition? Vous l'avez dans le Polycope? Pour objet de fixer une protection de l'application de certaines expressions nationales qui concernent essentiellement la composition externe. Bon, c'est un peu compliqué là. Tout simplement, ce qu'on peut dire. Il faut tout simplement retenir cela. Les lois organiques sont des lois qui complètent la Constitution. Vous notez cela. Qui complètent la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire qui complète la Constitution? Toutes ces lois-là, organiques, sont prévues dans la Constitution. Elles sont prévues dans la Constitution. Il y a combien de lois organiques? Il y a des 18 ou 19. Je parle ici bien sûr de la Constitution de 2011. Ce sont des lois qui complètent la Constitution. Elles sont prévues. Toutes les lois organiques sont prévues dans la Constitution. Il y a 18 ou 19 lois organiques. Par exemple, parmi ces lois organiques, je peux vous citer par exemple la loi organique qui définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de la langue évasive, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et au domaine prioritaire de la République, et ce afin de lui permettre de remplir l'acte à sa fonction. Il s'agit là de la loi organique qui fait le processus de mise en œuvre du caractère officiel de la langue évasive.
Je pense également parmi les lois organiques, il y a la loi organique qui définit les règles relatives à la notion des partis politiques, à leurs activités, etc. Il y a aussi la loi organique qui fixe les conditions et les modalités d'exercice par les citoyens et les droits de présenter des motivations. Il y a aussi la loi organique qui précise les conditions et les formes dans lesquelles le droit de grève peut s'exercer. La loi organique qui précise, par exemple, les règles d'organisation de la Cour constitutionnelle, de son fonctionnement, la procédure qui est suivie, etc. Voilà, donc, vous pouvez revenir à l'époque pour avoir une petite idée sur ces lois, ces lois organiques. Une loi organique qui détermine la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, etc. Ce qui est très important, c'est l'une des innovations apportées par cette dernière constitution, c'est que, qu'est-ce qu'elle nous dit cette constitution? Elle nous dit que c'est la première fois, hein, les interventions antérieures à celle de 2011 n'ont pas évoqué cette question-là, ce problème-là. Cette dernière question, elle dit toutes les lois organiques doivent être adoptées par le Parlement au cours de la législature, bien sûr, qui suit l'adoption de cette Constitution. Malheureusement, les lois organiques ne sont pas toutes adoptées par le Parlement. Elles restent combien? Je crois qu'il en reste 3. 2 ou 3. Il reste la loi organique qui concerne la langue amazigh, etc. Jusqu'à maintenant, cette loi organique n'est pas adoptée par le Parlement. Il y a aussi la loi organique qui concerne la grève. Cette loi organique ne voit toujours pas le jour. Normalement, c'est la Constitution qui dit ça. Il faut que toutes les lois organiques doivent être adoptées au cours de la législature de 2011-2016. Le Parlement a adopté, bien sûr, un certain nombre de lois organiques, mais il reste quand même 3, je crois 3 ou 2. Combien il reste? Il y a une loi organique qui concerne la langue amazigh, son enseignement, etc. Ça c'est sûr. Il y a aussi la loi organique qui concerne la grève. Et une autre loi organique, je ne me rappelle plus. Moi, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je me souviens plus. Il y a 3. Il y a une loi organique qui concerne la langue amazigh et une deuxième loi organique qui concerne le droit de grève et une troisième, je ne me rappelle plus. La Constitution qui dit ça, la Constitution, elle me dit, voilà, on n'a pas respecté. On n'a pas respecté, bien sûr, la Constitution. On n'a pas, bien sûr, on n'est pas parvenu à adopter toutes les lois organiques au cours de cette législature qui a commencé en 2011 et qui a pris fin en 2016. Donc, c'est l'une, je dis bien, c'est l'une des innovations importantes apportées par cette Constitution de 2011. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez une question, monsieur? C'est quoi ça? Bien.